Très chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux qu'hier et je suis trop contente parce que malgré le gros stress de début de semaine, la poussée n'a pas duré. Et donc, vous voyez, c'est moi qui conduis. Et en même temps, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui, je pense, va vous intéresser. Parce que même moi, qui suis écolo jusqu'au bout des ongles, les normes actuelles et le mode de fonctionnement actuel, notamment en urbanisme, et la façon dont sont appliquées d'un point de vue administratif ces normes, c'est juste aberrant, quoi. On peut très bien faire de l'écologie, de la vraie, de la dure, pour le bien de tous, sans forcément complexifier autant les choses. On en parle tout à l'heure. Et voilà, nous sommes partis. Donc, normes et normes. Eh ben, c'est comme les chasseurs et les chasseurs. Il y a des bons chasseurs, il y a des mauvais chasseurs. Eh bien, il y a des bonnes normes et il y a des mauvaises normes, comme d'habitude. Mon mari me faisait la réflexion. On vient d'apprendre que en 60 ans, quoi. Le taux de plomb dans le sang des gens a été divisé par 100. En 60 ans, le taux de plomb dans le sang des gens a été divisé par 100. Et ça, donc, c'est très bien parce que les taux de plomb dans le sang des gens, c'est un gros problème de santé publique et ça crée énormément de maladies. Et c'est grâce justement à des normes que ça s'est arrangé. Maintenant, comme je vous disais, moi je suis vraiment une écolo jusqu'au bout des ongles, mais être écologiste, ça ne veut pas forcément dire accepter tout et n'importe quoi au niveau de comment on fait les choses. Et comment on fait les choses, c'est pas forcément en faisant des restrictions de partout et n'importe comment pour soi-disant le bien de tous. Donc, étant donné que je vous emmène chercher de la sciure de bois, qui est un déchet en fait de la scierie qui normalement est brûlée et qui peut donc créer du CO2 dans l'air et donc augmenter l'accélération du changement climatique. Eh bien, si on va chercher cette sciure de bois, c'est pour la réemployer. Et nous, on va la réemployer donc pour faire du béton cellulaire à base de chaux, pour faire du paillage et pour faire de l'isolation, qui sont trois utilités que l'on peut trouver à la sciure de bois, plutôt que de la brûler. Il y en a une quatrième qui est de la mettre à l'intérieur de votre compost pour l'enrichir. Et puis il y en a une cinquième qui est, si vous faites un peu de permaculture et notamment dans la culture en butte ou en lasagne, vous avez la possibilité d'en faire une couche qui va se dégrader au fur et à mesure et qui par sa dégradation va ramener du carbone aux plantes et de la chaleur. Donc du coup, par exemple, quand vous faites de la culture en butte ou de la culture en lasagne, eh bien ça vous permet de cultiver des légumes qui sont normalement d'été encore très très tard dans la saison, comme par exemple des tomates, presque au début, voire même au début de l'hiver. Donc vous voyez, il y a plein à réfléchir à comment on réutilise nos déchets. Il y a plein d'idées et de façons de faire. Sauf que là, on se confronte au grand ennemi, la norme. Et pas n'importe quelle norme, la norme répressive. Parce que figurez-vous que, comme dans toute chose, il y a plusieurs façons d'exécuter, d'utiliser, de faire. Et donc, quand on a une norme et qu'on est intelligent, eh bien, ce qu'on va faire, c'est un texte de loi ou un texte réglementaire qui nous incite à la norme,
qui nous incite à faire mieux parce qu'il y a des avantages à faire mieux, mais qui ne va pas dès le départ nous sanctionner, mais qui va d'abord nous donner les moyens pour faire différemment, pour faire mieux. Et par la suite, donc une évaluation de comment on fait avec l'aide, si c'est des institutions, c'est des institutions. Si c'est un autre moyen, c'est un autre moyen. En fonction de nos courants politiques, on pense qu'il y a certaines choses qui doivent être, entre guillemets, généralisées au niveau du public, parce que ça ne peut pas être une fonction rémunératrice dans le sens où on en fait des bénéfices, parce que sinon ça tue en fait le fait de vouloir à tout prix faire de l'argent avec, ça tue le bénéfice public. Mais c'est pas forcément étatique, hein. Ça peut être tout simplement une collectivité locale sans but lucratif, de type une association, de type comment on appelle ça, une institution à vocation publique, etc. Donc il y a plein de formes possibles. C'est pas forcément tout l'État ou tout le privé. Ça peut être aussi des intermédiaires qui nous assurent que en gros ce soit neutre et que ce soit pas ou l'un ou l'autre. Et donc ces gens-là justement pourraient être là à la fois pour aider les gens à passer le cap de la norme, et aussi pour dans un premier temps vérifier, mais pas forcément sanctionner. Donc ça pourrait être par exemple vérifier à quel pourcentage de réussite on est, nous donner des moyens si on n'arrive pas, nous débloquer un truc, etc. Et puis par contre, pour ceux qui sont vraiment réfractaires et qui font les choses pas sans faire d'efforts, mais parce que vraiment ils veulent emmerder tout le monde et qui font exprès d'emmerder tout le monde, là oui, forcément il y a sanction. Et puis il peut y avoir aussi des exceptions, parce que parfois on peut pas, c'est pas possible faire la norme pour des raisons très spécifiques. Et donc là, encore une fois, il faut que la mécanique d'application de la norme puisse avoir, on va dire, une ligne en bas ou un processus d'exception qui doit bien sûr être bien encadré, parce que sinon on peut faire des exceptions pour tout, et ça, il ne faut pas non plus déconner. Mais voilà, qui précise des cas très spécifiques, avec par exemple un comité avec différentes personnes qui ont des intérêts différents, qui sont là pour juger de la pertinence ou pas de l'exception. Et puis cette personne-là peut être, on peut accepter que par exception, pour telle et telle raison, elle puisse ne pas respecter la norme. Donc, pour dire encore une fois les choses de façon plus simple, d'un point de vue qualité réglementaire et normatif, pour moi, il doit y avoir 80% des mesures qui sont des mesures d'incitation, qui doivent être aidées, qui doivent être promues, 15% des mesures qui doivent être contrôlées, parce que on sait que dans certains secteurs c'est plus difficile que d'autres à mettre en place et qu'il y a moins de volonté, et 5% des contrôles, 4% des contrôles qui doivent être sanctionnés s'il y a des erreurs, et 1% des contrôles qui doivent faire l'objectif d'une dérogation, d'une exception. Et ça, c'est pas moi qui le dis à titre personnel, c'est mon expérience professionnelle qui vous le dit, parce que j'ai mis en place pendant des années et des années des transformations de grande ampleur, et notamment en termes de sécurité, de qualité, de réglementation, et dans des secteurs qui sont très réglementés, comme par exemple la santé. Donc il ne faut pas non plus toujours voir la norme comme quelque chose d'horrible. La norme, le problème de la norme, c'est pas la norme elle-même, c'est la façon dont elle est gérée. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe, même au point de vue écologique. C'est-à-dire qu'on a des textes, des normes, des codes, des règlements, en fait, qui disent tout et son contraire, qui se croisent les uns les autres, qui sont imbuvables, illisibles, incompréhensibles, et il faut Bac+12 pour comprendre ce qu'on a le droit ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. C'est valable dans l'agriculture, c'est valable dans l'urbanisme,
c'est valable, beaucoup de choses au niveau des normes. La sécurité aussi, enfin bon. Donc, pour revenir à notre petit terrain et à notre projet, il faut savoir que moi, pour réussir à définir dans quel cadre juridique on est pour la construction d'une habitation provisoire, eh bien, si c'était simple, il y aurait un numéro, une ligne, un paragraphe, une incitation à faire comme ça, comme ça, comme ça, un organisme d'aide à faire justement comme ça, un organisme de contrôle et dans le cas d'exception, une ligne qui explique quelle est la sanction si on ne respecte pas. Et on devrait avoir toutes les personnes qui sont censées s'occuper de ce processus de normes qui doivent être formées à la dernière version de la norme dès qu'elle sort. On devrait avoir des communications simplifiées à destination du grand public, par exemple une publicité de quelques minutes à la télévision, une campagne de mail ou un site internet dédié par le gouvernement, peut-être même des envois petits fascicules pour bien comprendre, simplifier. Et puis des référents, des gens avec le numéro de téléphone, qui savent très bien de quoi on parle, à qui on peut exposer un cas particulier pour être sûr si on est dedans ou dehors. Et ces référents, si seulement ils ne pouvaient pas être dans le côté directement répressif, contrôle, attention, vous n'avez pas le droit de faire ça, 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 mais plutôt, ok, comment on va faire pour qu'on puisse trouver une solution pour votre situation en particulier? Il doit forcément y avoir une solution. Et si vraiment il n'y a pas de solution, peut-être que vous rentrez dans un critère d'exception, parce que le plus important, c'est au vu de votre situation de précarité et de complexité, c'est bien évidemment de vous accompagner dans cette situation qui est très difficile et que nous avons très bien compris que si vous aviez pu vous en passer, vous auriez été très heureux. Mais voilà, malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe en France. Pourquoi ? Parce qu'on a une culture de l'administratif répressif qui est incroyable. On a toujours pensé qu'interdire, c'était la meilleure des solutions, alors que l'histoire, les analyses, les études, qu'elles soient d'organismes indépendants ou de l'État lui-même, nous prouvent que la répression ne fonctionne pas. La répression ne fonctionne pas, en fait, elle ne fait qu'empirer les choses. Elle ne fait que créer de plus en plus d'écart à la norme. Et en fait, ça n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est l'incitation et l'accompagnement. C'est le fait de faire comprendre les avantages qu'il y a à changer de façon de faire, de montrer et de démontrer que certes, changer, ça va demander un petit effort, peut-être parfois un effort un peu plus important, mais que le bénéfice qu'on en retire après est vraiment beaucoup, beaucoup plus important que celui de rester dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et pour ça, encore faut-il avoir des gens qui viennent vous l'expliquer, qui viennent vous le démontrer, qui viennent vous montrer l'exemple. Et ça, malheureusement, en France, on préfère mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous dans la répression plutôt que dans la facilitation. Et d'un point de vue strictement privé, donc de l'entreprise, c'était le mode de fonctionnement des entreprises d'il y a 40, 50, 60 ans, voire même de ces 15-20 dernières années pour un certain type d'entreprise, pas toutes. Mais avec l'évolution des pratiques, etc., les chefs d'entreprise, les managements d'entreprise se sont aperçus qu'en fait ça fonctionnait pas. Et comme une entreprise, elle cherche la productivité, elle cherche la rentabilité, et qu'elle a compris en fait que interdire direct,
ça fonctionnait pas forcément, eh bien elle a commencé à mettre en place des systèmes différents. Et les entreprises qui sont les plus avancées en termes de management, on va dire libéré, d'open innovation, de management démocratique, etc. Alors attention, hein, je ne parle pas de ceux qui mettent ça sur leur site internet pour faire du marketing et qui font croire à tout le monde que c'est des entreprises géniales et tout, mais en fait c'est comme les autres, c'est comme le greenwashing, ça s'appelle du good washing et c'est faux. Non, je parle des vraies entreprises qui le font vraiment. Eh ben, ces entreprises, en fait, elles surperforment. Quand on dit qu'elles surperforment, c'est pas uniquement d'un point de vue du chiffre d'affaires, des bénéfices, de la rentabilité, de la productivité, mais c'est aussi d'un point de vue des conditions sociales et des conditions humaines. C'est-à-dire que, par exemple, elles peuvent institutionnaliser la semaine de 4 jours, elles peuvent s'assurer que les professionnels, enfin les gens qui travaillent sont en totale sécurité, elles peuvent dimensionner, elles peuvent payer des assurances collectives, des mutuelles qui sont bien plus chères et donc qui donnent beaucoup plus de choses aux salariés. Tout ça parce que comme elles surperforment, eh ben, elles ont plus de moyens pour mieux traiter leurs employés. Et bien aujourd'hui, l'institution, les collectivités, on a des gens dans les institutions et dans les collectivités qui ont été à l'école de l'ancienne façon de faire, de l'ancienne génération, qu'on appelle, qui nous vient des États-Unis. Donc quand vous voyez l'état des États-Unis, vous pouvez vous dire que oulala, ok, hein, on comprend pourquoi est-ce que ça va mal aussi en France. Qui s'appelle le New Public Management. Et en fait, cette façon de gérer et de manager les institutions publiques est totalement délétère. Elle crée des silos, elle crée de la complexité que moi j'appelle le compleximore. Ça me vient d'une très très vieille expérience professionnelle dans ma première entreprise que j'adorais, qui malheureusement s'est fait comment on dit, tuyauter, non je me rappelle plus, par des fonds activistes, et du coup ils ont fait comme toutes les grosses entreprises, ils ont tout cassé à l'intérieur, ils ont tout coupé, ils ont tout rationalisé, et du coup ils ont viré beaucoup de gens pour récupérer plein de sous pour donner aux financiers. Et donc on a perdu tout ça parce que justement dans cette entreprise-là, à l'époque, dans les années 2010-2013, avant que ça arrive, on était justement dans cette démarche-là. Et par exemple, il y avait des programmes, un qui s'appelait NNRLRP, No Number Longer Range Plan, avec l'accent français, qui en gros c'était des plans à 5 ans sans aucun chiffre. Le but de l'exercice, c'était de savoir qu'est-ce qu'on voulait que l'entreprise devienne dans 5 ans. Et on n'avait pas le droit d'utiliser des chiffres financiers de type KPI, etc. Parce que ce n'est pas les KPI qui doivent driver, qui doivent mener l'objectif. Ce n'est pas les nombres, le chiffre qui doit être l'objectif. Mais l'objectif, ça doit être ce que doit devenir l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle doit apporter à elle-même, à ses propriétaires, à ses employés, à ses clients. Donc c'était ça. Et donc il y avait un autre programme aussi qui était tuer le compleximore. On s'était aperçu dans cette entreprise qu'en fait il y avait énormément de choses qui étaient bloquées, qui étaient des choses géniales, qui auraient pu vraiment faire des choses, faire du bien énormément aux clients. Donc nos clients c'était des patients et des médecins. Donc du coup qui pouvaient vraiment améliorer leur vie, améliorer leur santé, leur pratique professionnelle, et qu'en fait on n'arrivait jamais à les mettre en place. Pourquoi ?
Eh bien parce que malheureusement, on avait tellement de complexité, de strates de décision, de strates d'organisation, de textes de réglementation qui étaient complètement dépassés et obsolètes, qu'on n'arrivait jamais à les mettre en place, et qu'au contraire, on se trouvait avec des heures et des heures et des heures dans la semaine de gestion de l'administratif, mais pas un administratif intelligent, un administratif juste, en gros on disait remplir des fichiers Excel juste pour remplir des fichiers Excel que personne ne regardait, quoi, en fait. Voilà. Et donc ça c'est là où depuis donc à peu près on va dire les années 2005-2010, un grand nombre d'entreprises essayent de sortir de cette mécanique-là. L'État et les collectivités, c'est tout l'inverse, ils plongent dedans. Voilà. Et ça nous amène à des situations ubuesques, donc des situations où, comme ce sont les personnes elles-mêmes qui sont à l'intérieur de l'administration, qui sont définies comme responsables pénales d'une décision, eh bien ça paralyse complètement la décision, ça empêche les innovations, ça empêche de faire mieux, de faire bien, et du coup ça empêche de créer des nouvelles filières qui peuvent être privées et qui pourraient se concentrer sur des niches, notamment là dans l'urbanisme, pour répondre à un besoin qui existe, mais que personne ne peut venir y répondre. Pourquoi ? Parce que l'administration est paralysée. Et donc ça, c'est un véritable problème. Alors qu'en réalité, ça ne devrait pas être la personne individuellement qui soit responsable. La personne, c'est une personne qui doit être responsable dans sa vie privée à titre personnel, mais dans son travail, c'est toujours l'institution qui doit être responsable. Sauf si à l'intérieur de son travail, elle fait des choses mal d'un point de vue privé. Mais quand il s'agit de son travail, de son statut, de sa compétence, elle ne devrait jamais être responsable seule, elle devrait être co-responsable. Voilà. Et si par contre on voit qu'elle fait des actes à titre personnel pour aller à l'encontre de quelque chose de professionnel, alors là oui, elle est jugée responsable. Mais c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc, tout ça pour dire que moi je pense aujourd'hui que si on veut pouvoir vivre et faire progresser la France en sécurité, en santé, en intelligence, en liberté et en bienveillance, eh bien on doit se libérer de la norme compleximor. On doit se libérer de l'administration je me couvre jusqu'en haut. On doit réviser nos procédures, nos processus de mise en œuvre de façon à les faire de manière plus intelligente, avec plus de confiance, et on doit privilégier la formation, l'information, la co-construction, la collaboration pour réussir à le faire. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez que j'aime beaucoup le Japon. Eh bien, au Japon, figurez-vous que ça fonctionne comme ça, et que par rapport aux grosses industries comme aux petites entreprises, eh bien, elles sont accompagnées par des fonctionnaires de l'État. L'objectif du fonctionnaire de l'État, c'est d'aider les entreprises à mieux fonctionner, mais ce n'est pas de leur donner de l'argent direct qu'ils peuvent utiliser n'importe comment. Non, c'est de donner les moyens aux gens qui sont employés par l'État ou par les collectivités territoriales d'aller apporter un soutien de compétences, quitte à passer des heures pour faire des choses pour l'entreprise, pour leur faciliter et les aider à performer dans tous les sens du terme, que ce soit d'un point de vue de la nation avec les gros consortiums, Toyota, etc., mais aussi d'un point de vue des clients, d'un point de vue de la sécurité, etc., etc. Donc je sais que pour vous, Fukushima, ça a été catastrophique, c'est une grosse catastrophe écologique, etc. Et moi, écolo jusqu'au bout des ongles,
Je suis 100% d'accord avec vous. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si Fukushima, ça s'était passé dans un autre pays du monde, le monde entier aurait été affecté par la catastrophe. C'est-à-dire que c'est parce qu'on était dans un pays qui avait cette administration, certes une grosse administration très lourde, et eux aussi parfois s'en plaignent, mais qui est facilitatrice et qui est flexible dans les cas spécifiques, qui leur a permis de finalement réussir à gérer ça avec, on est d'accord, il y a beaucoup de choses négatives aussi, je ne le fais pas, voilà, on peut parler de tous les points spécifiques, mais voilà, ça a permis de faire que le drame soit limité, que ça ne soit pas sur la totalité du Japon, que ça ne soit pas sur la totalité de l'Asie, de l'extrême Est, voire même du monde. Voilà. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que notre chantier participatif, mais aussi notre future maison, quand on aura les autorisations réglementaires et d'urbanisme et qu'on aura un accord co-construit et de consensus sur la maison qu'on veut construire sur notre terrain, eh bien fasse office d'exemple, pas uniquement sur la construction elle-même, mais sur le mode opératoire, sur la façon dont on peut faire évoluer les choses pour qu'en définitive, eh bien, on arrive à faire mieux tous ensemble de façon plus intelligente. Donc voilà, et je vous rappelle en petit message que samedi, on monte une première partie de la structure au Saturbois du Cabanon. Qu'on a déjà quelques personnes qui viennent, mais que des mains en plus sont les bienvenus, que si vous êtes artisan et que vous voulez venir passer quelques heures pour nous aider, vous êtes aussi les bienvenus, je vous assure, même si je sais que le métier d'artisan doit se rémunérer, donc on vous rémunérera à votre taux horaire, parce qu'on a bien conscience qu'en tant qu'artisan, c'est votre métier et que vous nous apportez votre expertise, que les gens qui viennent en termes de volontaires, de volontariat, ce sont des bons bricoleurs et qui font ça pour nous aider. Donc voilà, on a bien compris qu'il y a les deux, mais si vous voulez passer, nous aider et nous donner un coup de main en tant qu'artisan, vous avez le droit aussi. Et on vous remercie pour votre soutien, pour les petits klaxons qu'on a de temps en temps en haut. Franchement, je vous le redis, mais vous avez peut-être l'impression que c'est rien, mais nous, ça nous fait du bien. Les petits klaxons et les petits coucous, les sourires quand on vous regarde, ça nous fait du bien. Si vous voulez passer, que ce soit pour qu'on vous explique les choses, parce que vous vous posez des questions, vous vous demandez mais pourquoi il y a une caravane alors qu'on n'a pas le droit de mettre des caravanes normalement, pourquoi il y a des travaux alors qu'il n'y a pas l'affichage du gros carton, voilà, pourquoi est-ce qu'on construit là alors que clairement on voit qu'il y a le canal en bas. Donc vous vous posez des questions à titre réglementaire pour vous demander si on n'est pas en train de faire n'importe quoi. Vous avez le droit de venir, il n'y a aucun problème, nous on est ouvert et transparent et on vous donnera tous les éléments techniques, juridiques, réglementaires que nous on a à notre disposition et qui ont été validés de notre côté par nos juristes et nos avocats, et notre avocat, et donc vous verrez par vous-même si on est dans notre droit ou pas. Pour ceux, parce qu'on a eu alors pas beaucoup, je vous rassure, vous inquiétez pas, la plupart des gens sont vraiment très positifs avec nous, mais on a eu quelques retours, voilà, donc vous inquiétez pas, on est des gens responsables, on n'est pas à l'abri de nous tromper et de faire des erreurs. Si c'est le cas, on fera amende honorable et mea culpa, il n'y a aucun problème avec ça. Mais là, jusqu'à présent, on n'a fait que les choses dans les règles. On ne nous a pas démontré le contraire jusqu'à présent. Donc, on continue. Et on a besoin de vous pour réussir à le